Je crois que nous allons certainement ce soir assister à un moment qui est important, à une pièce qui viendra nous toucher. Et ne vous y trompez pas, le sujet de cette pièce, ce n'est pas la peine de mort. Le sujet de cette pièce, c'est l'homme, c'est l'humanité, c'est notre humanité à tous. Et c'est là où le traitement de la peine de mort et l'appréciation de la peine de mort peut être, pour certains, une chose difficile. C'est que pour juger quant à savoir si la peine de mort est une chose qui est acceptable ou qui n'est pas acceptable, bien souvent les gens vont le faire avec des sentiments qui sont inexpliqués, qui sont sans doute inexplicables également. Pour certains, ce seront des raisons religieuses. Et pour d'autres, ce seront peut-être des volontés de vengeance. Et pour d'autres, c'est tout au contraire, nous considérons que la peine de mort est inacceptable pour les mêmes raisons d'humanité, puisqu'on ne peut pas croire que l'on puisse mettre un terme ici à la vie d'un être humain, et quelle que soit la méthode qui sera utilisée. C'est sans doute ce qui fait que dans certaines régions de la planète, discuter de la peine de mort est une question qui est si difficile, puisqu'il ne s'agit pas, ce ne sont pas les esprits qui échangent, ce sont souvent les sentiments. Vous comprendrez qu'en ce qui me concerne, avec la présentation qui a été faite donc, de mon expérience, je suis naturellement résolument contre la peine de mort. Cela va de soi. Hein. D'ailleurs, le droit international des droits de l'homme, des droits de la personne, excusez-moi, j'ai été formé en Europe, hein, donc je dis droits de l'homme, mais je vous jure, là, je suis contre la peine de mort et je ne suis pas sexiste non plus, hein, même si je dis droits de l'homme. Donc, c'est une mauvaise formation donc, dans les universités françaises. Donc, le droit international des droits de la personne est résolument contre ce droit, contre la peine de mort. C'est une situation que l'on tolère, mais qui est appelée à disparaître. Et je vous expliquerai dans quelques minutes, je vous donnerai quelques exemples dans quelques minutes. Je vous rassure, on va essayer d'écourter la présentation, que ça ne soit pas trop long. Ce que je vous propose tout de même, c'est de réfléchir un peu sur la peine de mort, mais la peine de mort au Canada. Et pour ce faire, on va le faire dans deux étapes. On va avoir une petite partie historique, mais très, très, très brève, où on va voir comment la peine de mort a pu disparaître au Canada, réfléchir un peu sur le traitement donc, chez nos voisins du Sud, puis après ça, on se questionnera à la toute fin, en guise de conclusion, sur, mais dans le fond, sommes-nous si loin de la peine de mort au Canada, et sommes-nous, ou en tout cas tout au moins, l'État canadien est-il contre la peine de mort, résolument contre la peine de mort? Donc, on terminera là-dessus, et ce sera sans doute une note joyeuse avant de nous engager dans cette pièce que nous verrons par la suite. Mais comme vous le savez, la peine de mort au Canada donc, a déjà existé. Alors, elle a déjà existé, en fait, depuis le tout début. Ce qui est extraordinaire avec cette peine, la peine de mort, c'est qu'elle est souvent appliquée à des personnes pour des crimes qui, avec le temps, n'en sont plus. Ainsi, au moment de la colonisation française, la peine de mort était infligée pour les relations sexuelles entre mâles, même consentants. Alors, je vous rassure, on a d'ailleurs un cas, il y a eu un cas à l'époque de la Nouvelle-France où un beau capitaine de navire a été découvert en compagnie interdite et il a été jugé. On ne l'a pas exécuté. À l'époque, la peine était le bûcher. On ne l'a pas exécuté, on l'a mis sur un navire et on l'a invité à aller terminer ses jours dans les Caraïbes. Donc, il n'y a pas eu exécution, mais on voit bien que, de nos jours, penser à exécuter une personne au Canada pour une question d'orientation sexuelle serait tout à fait farfelu. Tout au contraire, n'avons-nous pas entendu dans les informations, dans les dernières heures, que maintenant, les couples mâles, de conjoints de même sexe mâle, ont le droit de se faire couvrir par l'assurance maladie les processus de procréation assistée. Lorsqu'on a eu la conquête, la peine de mort a été également infligée, encore une fois, pour les relations entre conjoints de même sexe, mâle. Toutefois, les Britanniques, vous le savez, sont des gens plus pragmatiques. Ils considèrent leurs droits criminels comme étant plus doux. Alors, la peine, à ce moment-là, pour homosexualité était bûcher. Hein, vous voyez que c'est bien mieux. Hein, tout à l'heure, c'était bûcher. Donc, chez les Britanniques, c'est bûcher. Mais précédé ou non de strangulation, avec et c'est le côté pragmatique des Britanniques, avec saisine de tous les biens.
Hein? Donc l'État prenait tout l'argent en plus de la personne. Vous voyez? Donc il devait y avoir moins de problèmes d'impôts à l'époque, je suppose. Donc vous voyez, et encore une fois, aujourd'hui, ce serait tout à fait inacceptable. On a divers crimes ainsi qui ont été condamnés par la peine de mort. Ainsi, en 1859, le Code criminel prévoyait donc la peine de mort pour des cas de meurtre, de viol, d'incendie criminel et de trahison. En fait, excusez-moi, peu à peu, tout cela va disparaître, et ce n'est qu'en 1961, excusez-moi, le seul crime qui restera sur cette liste, c'est effectivement le meurtre. Le processus de disparition de peine de mort se fait souvent dans les pays par étapes. Rares sont les cas où un État va adopter une loi décrétant directement la disparition de la peine de mort. Souvent, ça passera par une étape de moratoire, donc une période pendant laquelle on décrétera qu'on n'exécutera plus la peine de mort, avant que, officiellement, on puisse adopter une loi par laquelle on abolira la peine de mort. Le Canada ne s'est pas distingué et a suivi exactement la même démarche que la plupart des pays sur la planète. En fait, il aura fallu attendre 1967. Je vous jure, j'étais né en 1967. C'est pas si vieux que ça, en 1967. Non? Donc, il y a eu l'Expo, là, puis la Ronde, là, où certains d'entre vous allaient en été, ça date de 1967. Hein. Et le métro aussi, mais lui, ça se voit. Donc, pour d'autres raisons. Donc, il a fallu attendre donc 1967 pour qu'une loi soit adoptée par une personne qui est un premier ministre qui est plus important, Lester B. Pearson, donc qui aura donc adopté une loi instituant un moratoire. Non pas la disparition, mais comme je vous dis, un moratoire, c'est-à-dire on n'exécute plus. Un moratoire, donc. 9 années plus tard, le 14 juillet 1976, la peine de mort pour les meurtres ordinaires sera finalement abolie, mais par une faible majorité de députés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quelques années plus tard, en 1987, un projet de loi sera déposé au Canada pour réinstituer la peine de mort, rétablir la peine de mort au Canada. Le vote a eu lieu donc au Parlement et il y a eu 148 députés contre et 127 ont voté en faveur du maintien de l'abolition. Excusez-moi. 148 ont voté pour le maintien de l'abolition et 127 avaient voté pour le rétablissement de la peine de mort au Canada. Et là, on parle de 1987. Donc, je suppose que même les plus jeunes dans cette salle étaient nés. Je suppose. Hein? Donc, c'est la date où mes étudiants sont nés. Je ne me trompe pas. Donc, vous voyez que même si on peut considérer, même si on a pu croire que la peine de mort était totalement disparue, il y a tout de même eu une étape où il y a eu un sursaut donc, dans l'histoire du Canada pour la rétablir. Ce n'est qu'en 1998 que la peine de mort sera totalement abolie au Canada, et ce, même pour les crimes militaires. Alors, où en sommes-nous dans le monde? Naturellement, lorsqu'on parle de la peine de mort, on pense toujours à peu près aux mêmes États. Et on pense à la Chine, on pense aux États-Unis, à l'Iran, à l'Irak. Et parfois, on peut avoir l'impression que la peine de mort est largement pratiquée sur la planète. Or, ce n'est pas le cas. Ce soir, s'il y a une note positive à retenir, si vous et moi devons avoir une note d'espoir, c'est le fait, et on s'appuiera sur le fait que c'est une majorité d'États sur la planète, une minorité d'États sur la planète qui pratiquent encore la peine de mort. Naturellement, une seule exécution est de trop, mais si nous devons retenir quelque chose, si vous et moi, face au verre d'eau, nous devons décider s'il est à moitié plein ou à moitié vide, je vous soumets humblement que nous retiendrons que prenez celui que vous voulez, mais qui est positif. Tu comprends? Donc, il est à moitié plein sans aucun doute, c'est-à-dire que la situation s'améliore malgré tout sur la planète. Alors, aujourd'hui, donc on va dire depuis 1979, il y a plus de 74 pays qui ont aboli la peine capitale pour tous les crimes, ou pour les crimes de droit commun seulement. Aujourd'hui toujours, il y a environ 140 États qui ont supprimé la peine de mort en droit ou en pratique. Donc, 74 qui l'ont aboli légalement, 140 qui l'ont aboli en droit ou en pratique. C'est ce que je vous disais, cette période de moratoire. Or, 140 États, si l'on considère qu'il y a 193 États membres donc, de l'Organisation des Nations Unies,
On peut tout de même considérer que c'est la majorité des États qui ont aboli la peine de mort ou qui ne la pratiquent plus. Ça nous laisse 53 États. C'est beaucoup, je suis d'accord, c'est beaucoup, mais c'est tout de même une forme d'amélioration. Il y a des zones sur la planète où la peine de mort n'existe plus. Ainsi, en Europe, la peine de mort n'existe plus, tout au moins parmi les 47 États membres du Conseil de l'Europe. Or, 47 États membres, parmi ceux-ci, il nous faut compter la Turquie, qui est membre du Conseil de l'Europe. La Russie est membre du Conseil de l'Europe également. En fait, dans la grande Europe, il n'y a probablement à ce jour plus que la Biélorussie qui pratique encore la peine de mort, la plupart des autres États l'ayant abolie. Ça nous fait un continent sur lequel la peine de mort a presque entièrement disparu. Alors, on parlait tout à l'heure de processus étapiste, peut-être est-ce là une première étape, un continent dans lequel on a réussi à faire disparaître la peine de mort. Et on va voir donc dans quelques minutes, dans 2-3 minutes, on va voir que cette disparition en Europe aura également une conséquence dans les autres continents, notamment et dans les autres pays, notamment chez nos voisins du Sud. Ça leur complique la vie. Le fait que les Européens aient cessé donc l'exécution et aboli la peine de mort. Si l'on regarde, et puis voilà, il y a également, on peut aller voir sur le site d'Amnesty International ou dans le dernier rapport d'Amnesty International, et vous verrez également que même en Afrique, donc la peine de mort, tranquillement, va disparaître. En fait, on peut considérer que dans les pays où la peine de mort est maintenue, ce sont souvent les pays qui la conservent pour des questions religieuses et où les discussions, les négociations sont plus difficiles. Je vous ai dit il y a quelques minutes, donc on voit qu'il y a tout de même, si on prend les pays individuellement, il y a tout de même une situation qui a tendance à s'améliorer. Il y a une minorité d'États qui ont conservé la peine de mort. Au niveau international, je vous ai dit donc en introduction que l'on considère la peine de mort comme étant honnie. Nous tolérons la peine de mort en droit international des droits de la personne. Nous la tolérons, sans plus. La Déclaration universelle des droits de l'homme, que l'on connaît bien au Canada, comme vous le savez, nous en revendiquons la paternité, n'est-ce pas, les Canadiens, puisque c'est, d'après les autorités canadiennes, c'est John Humphrey, professeur à l'Université McGill, qui aurait été le principal rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qui est nié par ailleurs par les Français, comme vous le savez, pour qui René Cassin est le principal rédacteur. René Cassin, qui est le fondateur de mon institut, donc je me suis souvent promené à Strasbourg, dans mon bureau, avec un prix Nobel de la paix sous le bras. Donc, je décrochais son prix Nobel, puis j'allais donc faire des présentations ainsi à des étudiants avec un prix Nobel de la paix. Essayez, vous allez voir, c'est très agréable comme sensation. Donc, pour les Français, René Cassin, père de la Déclaration. Pour les Américains, Eleanor Roosevelt, mère de la Déclaration. Donc, vous voyez, elle est vraiment universelle, cette déclaration, finalement. Donc, déclaration qui, elle, va prévoir une protection du droit à la vie sans prévoir aucune exception. Donc, qui ne prévoit aucune exception, même, en fait, pour la peine de mort. Dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui suivra un peu plus tard et qui va rentrer en vigueur en 1976, on va prévoir dans ce texte une exception, effectivement, pour la peine de mort. C'est-à-dire qu'on prévoira une protection du droit à la vie et on dira que dans les États où existe encore la peine de mort, elle pourra être exécutée uniquement pour les crimes les plus graves. Et on va y apporter également des exceptions. Les crimes les plus graves, ce sont certainement des atteintes au droit à la vie. Mais souvenez-vous de ce que je viens de vous dire à l'instant, on est bien dans les États où existe encore la peine de mort. Ce qui veut donc dire qu'en droit international, on ne conçoit pas que la peine de mort puisse se développer et être acceptée, donc être adoptée dans des pays où elle n'existait pas au moment de l'adoption du texte international, ou, par ailleurs, cette peine serait élargie et appliquée à des meurtres, à des crimes, qui n'existaient pas au moment de l'adoption du texte. Ce que l'on a fait, c'est geler la situation et on l'accepte telle qu'elle était à ce moment-là. Et notre but, c'est de faire en sorte qu'elle disparaisse, cette peine de mort, de la planète. Il y a également des exceptions, comme vous le savez. On ne peut pas exécuter un mineur.
On ne peut pas non plus exécuter une femme enceinte, hein, comme vous le savez. Dans certains pays, il y a même des traditions qui font en sorte que la femme devra être conservée vivante avec son enfant jusqu'à l'âge de 3 ans, hein, avant qu'elle ne puisse être exécutée, pour le bénéfice de l'enfant. Donc, on ne peut pas exécuter une femme enceinte, et naturellement, on ne peut pas non plus exécuter une personne qui est mentalement déficiente, parce que l'on considère que le seul fait d'exécuter une personne mentalement déficiente est en soi un traitement cruel, inhumain et dégradant. Donc, des catégories d'individus sont en plus protégées. On tolère donc le droit à la peine de mort, mais sans plus. Chez nos voisins du Sud, puisque c'est le sujet également de cette pièce, c'est bien là où cela se passe, si je ne m'abuse, chez nos voisins du Sud, qu'en est-il? On en parle souvent de nos voisins du Sud, donc naturellement, ce n'est tout de même pas le pays où il y a le plus d'exécutions sur la planète. Encore une fois, je vous invite à aller voir l'excellent rapport d'Amnesty International dans lequel vous trouverez différentes statistiques concernant les États-Unis. Et ce qu'on nous dit, par exemple, c'est que même aux États-Unis, le nombre d'exécutions est en recul. Ainsi, il est passé de 43 en 2012 à 39 en 2013. Donc, il n'y a pas d'explosion, loin de là, cela diminue. Naturellement, nous avons un État particulier, le Texas, qui va représenter à lui tout seul 41% des exécutions dans le pays. 41%, donc pour le Texas seul. Donc, écoutez, on devrait acheter le Texas, le Québec, puis on va avoir réglé une bonne partie des exécutions aux États-Unis. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelque chose comme ça. Là. Donc, on voit tout de même que, en fait, si on regarde aux États-Unis, on s'aperçoit, si on regarde une carte, on s'aperçoit que c'est un petit nombre de comtés qui va procéder à la majorité des exécutions, donc, aux États-Unis. Écoutez, je vais passer plus avant parce que je ne voudrais pas ici avoir donné toute une série de statistiques, là. Mais enfin, allez voir le rapport et vous verrez, parce que je vais avancer dans le temps, vous verrez qu'il y a donc une diminution des peines, du nombre d'exécutions. Alors, quels sont les problèmes qui découlent de cette peine de mort? Alors, il y a plusieurs problèmes qui feront en sorte qu'elle est d'autant plus inacceptable. Alors, naturellement, la peine de mort est une atteinte au droit à la vie. Alors, il ne s'agit pas ici de se dire « Ah oui, mais c'est acceptable parce que ceci ou cela ». Je prie de m'excuser, mais la personne, une fois exécutée, est morte. C'est donc une atteinte au droit à la vie. Maintenant, quant à savoir s'il y a effectivement une justification, ça se fait intellectuellement, là, dans une deuxième étape. Peut-il y avoir une justification? La Cour suprême de l'Afrique du Sud, dans une décision, a été très, très claire à cet égard. Donc, il y avait eu on avait saisi la Cour pour savoir si effectivement la peine de mort était acceptable. La Cour suprême a dit, écoutez, moi j'ai un principe, c'est que le droit à la vie appartient à tout le monde. Le droit à la vie est garanti à tout le monde. Il y a quelqu'un ici qui veut procéder à une peine de mort, vous avez le fardeau de la preuve de me convaincre qu'il y a une justification pour porter atteinte au droit à la vie. Et elle procédera à une analyse tout à fait technique, donc pour voir s'il y a justification. Alors on lui dira, c'est éducatif. Je prie de m'excuser, mais la seule personne qui va retenir la leçon, c'est celui qui est exécuté. Hein? Ça n'a aucun effet éducatif, aucun effet. Preuve en est qu'à une certaine époque, au Royaume-Uni, le pickpocket, vous savez, ceux qui viennent prendre dans nos poches, là. Je ne parle pas des politiciens, je parle de ceux quand vous marchez dans la rue. Ceux qui viennent prendre dans nos poches. Donc, pickpocket était puni de peine de mort. Alors, pour que ça soit éducatif, on exécutait la personne sur la place publique, pendaison, et puis là, comme ça, vous pouviez le dimanche emmener vos enfants, voir, vous montrer quelque chose d'éducatif, vous voyez, donc l'idée d'éducation. Mais ils se sont rendus compte, au bout d'un certain temps, que pendant qu'il y avait tous les badauds qui assistaient à l'exécution, il y avait les autres pickpockets qui passaient. Hein, pour fouiller dans les poches en même temps. Alors, imaginez-vous si cela a un effet éducatif, hein, pour exactement le même crime. Il n'y a pas de démonstration d'effet éducatif. Ça ne fait pas diminuer la criminalité. Si tel était le cas, il y aurait beaucoup moins de crimes aux États-Unis qu'il y en a au Canada. Je ne crois pas que ce soit le cas.
Tout au contraire, la criminalité a plutôt tendance à diminuer au Canada. Donc, il doit y avoir quelque chose d'autre qui fonctionne mieux. Deuxième problème que nous pose cette peine de mort, c'est dans son mode d'exécution. Vous avez vu, nous avons été obligés donc de rester à l'extérieur parce que la chaise électrique ici a fait de la fumée. Hein? Imaginez-vous s'il y avait eu quelqu'un dessus. Hein? Ben, c'est ça l'idée. Il n'y a pas de méthode qui garantisse une exécution qui soit sans douleur humaine. Il n'y en a pas. La chaise électrique, il y a plusieurs exemples qui sont répertoriés de personnes qui ont dû être exécutées 2 ou 3 fois avant qu'elles ne meurent, hein, véritablement, avec toutes les images d'horreur que vous pouvez imaginer. Même chose, dans certains pays, comme vous le savez, on procède encore à la décapitation. Ça se fait avec une lame, donc avec une arme blanche. Ben, il y a des exemples répertoriés d'exécution où le bourreau a dû se reprendre à 2 ou 3 reprises pour terminer son œuvre, et ainsi de suite. Même la méthode létale utilisée actuellement aux États-Unis, donc comme vous le savez, par voie d'injection, il n'y a aucune garantie que l'individu qui est exécuté ne soit pas en train de souffrir. La seule garantie que nous ayons, c'est qu'il ne réagisse pas à l'exécution. C'est-à-dire qu'une première piqûre a été faite qui neutralise toute réaction de l'individu. La deuxième piqûre et la troisième piqûre qui sont faites pour l'exécuter ne vont pas le faire réagir puisque la première l'aura tout simplement anesthésié. Mais quelles sont les sensations que cette personne ressent? Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Donc, il n'y a aucune méthode qui garantisse effectivement une exécution sans douleur humaine, peu importe, choisissez le qualificatif que vous voulez. Donc, on a également un problème ici. Un autre problème qui concerne plus les États-Unis, par ailleurs, ce sont les délais. Ce sont les délais. Comme vous le savez, il y a, par exemple, je crois que c'est le 17 mars dernier, une personne qui a été exécutée, personne qui était déficiente mentale, par ailleurs, qui a été exécutée, et cette personne était en détention dans les fameux couloirs de la mort dont on nous a parlé il y a quelques minutes, depuis plus de 10 ans, donc 10 à 12 ans. Alors, vous imaginez un peu quelles sont ces conditions de vie où, finalement, vous ne savez pas exactement ce qui va survenir. Cette personne, donc, a eu une décision rendue par le gouverneur de l'État 1 heure avant son exécution. C'est-à-dire qu'1 heure avant de l'exécuter, on est venu lui dire « Tes chances de succès pour cesser l'exécution sont épuisées. Maintenant, on t'exécute. » Donc, on voit que même dans ces conditions, si on vous garde en détention ainsi, dans un endroit où il n'y a que des personnes qui vont éventuellement être exécutées, ce n'est pas une condition de vie extraordinaire. Autre problème également, naturellement, c'est le procès juste et équitable. Or, dans de nombreux pays, les conditions de procès juste et équitable ne sont nullement garanties. Aux États-Unis, l'année dernière, 3 personnes ont été déclarées innocentes à titre posthume. Je suis persuadé qu'elles sont heureuses de cette décision. Alors, vous voyez ici, il y a également un autre problème. Alors, et je vais juste terminer avec je vous parlais des méthodes létales et je vous parlais des réactions des Européens, mais sachez également que la dernière personne qui a été exécutée aux États-Unis l'a été avec une dose létale et là je vais dire un gros mot que je vais avoir des problèmes à prononcer, c'était du pentobarbital, que l'on décrit comme étant un puissant anesthésiant vétérinaire. On a exécuté un être humain avec un anesthésiant vétérinaire. Pourquoi? Parce que les pays dans lesquels la peine de mort n'est plus pratiquée, peut-être les pays européens, refusent maintenant de délivrer des produits aux États-Unis pour exécuter des individus. Et les Américains en sont maintenant à faire des tests pour trouver le produit qu'ils pourraient utiliser, donc qui sera efficace pour exécuter leurs condamnés. Alors imaginez-vous les conditions dans lesquelles ces personnes vont finalement mourir. Je vais conclure juste en nous posant une simple question.
Est-il garanti qu'au Canada, nous ne ferons jamais encore face à la peine de mort? D'une façon assez triste, je ne suis pas prêt à vous garantir à 100% que nous n'en entendrons pas parler dans les années à venir. Alors, il y a deux indices qui me laissent penser cela. Bon, premièrement, vous voyez un peu quelle est la politique actuelle du gouvernement canadien concernant la criminalité. C'est l'imposition de sanctions qui sont de plus en plus sévères, avec des sanctions donc planchées, quel que soit pour certains actes, et quelles que soient les conditions dans lesquelles l'acte est posé. Alors, tout le monde, tous les observateurs sont d'accord pour dire que ça n'est pas efficace. Et deuxièmement, on se demande pourquoi utiliser ce type de sanctions lorsque, comme je vous l'ai dit, la criminalité diminue au Canada. Donc, cela trahit une philosophie plus que la recherche d'un instrument efficace de lutte contre la criminalité. Deuxième chose qui me fait penser que le Canada n'est pas entièrement contre la peine de mort, c'est tout simplement le fait que lorsque un Canadien, une personne parmi nous dans la salle ici, lorsque nous se faisons face à la justice à l'étranger, comme vous le savez, on peut faire comme dans les films américains, là, quand vous êtes arrêté, « je veux voir mon consul, je veux voir mon consul », hein, ce genre de choses là, pour obtenir l'aide de votre pays. Or, sachez que le Canada n'a aucune politique faisant en sorte qu'il est dans l'obligation d'envoyer quelqu'un vous aider. La seule politique canadienne qui a été énoncée devant le Parlement canadien est à l'effet que les autorités canadiennes ne se sentiront jamais dans l'obligation d'aller assister un individu, même lorsque cette personne fait face à la peine de mort, tant qu'elle sera jugée dans un pays où le système judiciaire respecte à peu près les procédures judiciaires minimales. Donc, le Canada n'est pas entièrement contre la peine de mort. Il est peut-être actuellement sur son territoire. Le sera-t-il demain? Je vous remercie. Bonne pièce.